Et puis, février 2020, tournant de ma vie. Et là, là, je me suis mis à beaucoup courir, beaucoup faire de vélo suite à une opération de l'estomac qui m'a fait perdre. Je pense qu'on peut bien en parler, hein, du sport plaisir, sport amateur, et surtout l'esprit copain. Enfin, voilà. Et le trail m'a apporté cet aspect dépassement de soi, surtout en fait. Chaque mercredi, retrouvez l'émission Le sport a changé ma vie. Dans cette émission, vous allez retrouver des histoires inspirantes, passionnantes, de personnes qui se sont servies du sport pour changer leur vie, suite à un drame familial, une maladie, un problème professionnel, bref, ce que nous on a appelé un obstacle de vie. Des histoires inspirantes, passionnantes, qui vous rappelleront sûrement des histoires personnelles ou des histoires qui vous rappelleront ce qu'a vécu un membre de votre famille ou des amis. Ils nous partagent en toute humilité, en toute bienveillance et en toute inspiration leur histoire. Merci à eux et bonne écoute. Salut Thomas, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va bien François, et toi? Bah écoute, moi ça va super bien, je suis très content d'enregistrer cet épisode avec toi, enfin. On a Enfin, mis on un a petit peu de réussi. temps à se caler un moment, pourtant on est souvent en communication, on pourra en parler un petit peu tout à l'heure, mais d'abord je te propose de te présenter Thomas. Moi c'est Thomas, 31 ans, papa d'une petite fille, marié, jurassien expatrié dans le Mâconnais, mais je tiens bien à mon titre de jurassien. Et voilà, parcours un peu atypique. Là, amoureux de la nature, de l'extérieur, et de la course à pied, du vélo, du ski, de tout ce qui peut m'emmener dehors. Et voilà, en gros, ma présentation succincte. Super. Alors, Thomas, on inaugure ensemble une nouvelle série sur le podcast Café Trailer qui s'appellera déjà même peut-être plus Café Trailer au moment où cet épisode sortira. Le nouveau nom sera sorti. Il n'est pas encore défini au moment où on enregistre cet épisode. On est mi-juillet là, actuellement. Thomas, quel est ton parcours de vie avec le sport? Qu'est-ce que le sport a pris comme place dans ta vie durant ton enfance? Est-ce qu'il était très présent dans ta famille? C'était quoi le sport pour vous? Alors nous, typiquement, oui, on est voilà, une famille de sportifs. Mon papa a joué au hand depuis qu'il est tout jeune. On a fait sport, voilà, handball, après sport de nature. Habitant dans le Jura, on a fait pas mal de VTT, pas mal de ski, voilà, de la rando haute, du sport automobile également, qui était un sport un peu différent, mais voilà, moi j'étais bercé dans le sport automobile aussi. Donc moi, j'ai suivi un peu le parcours familial. 4-5 ans, j'ai dû attaquer à l'école de handball jusqu'à mes 18 ans. Après, j'ai joué au rugby. À mes 16 ans, j'ai attaqué le sport automobile. Toujours fait un peu de VTT, de ski, ski de fond, ski de descente, un peu tout. Mais voilà, petite dose, sauf le handball où je jouais quand même, on jouait régulièrement, mais le restant à petite dose. Et puis, euh, Février 2020, tournant de ma vie. Et là, là, je me suis mis à beaucoup courir, beaucoup faire de vélo suite à une opération de l'estomac qui m'a fait perdre pas mal de poids. Et du coup, voilà, nouveau tournant et nouvelle approche du sport qui aujourd'hui fait partie prenante de ma vie. Avant, il y avait d'autres choses qui étaient plus importantes. Aujourd'hui, c'est le sport et ma famille qui est le plus important. Et voilà, un petit peu le parcours familial autour du sport. Génial. Alors, du coup, vos vacances, c'était des vacances sportives et puis vous enchaîniez les compétitions ou c'était chacun va de son côté faire son sport? C'était un sport vraiment en famille et que vous faisiez, quoi. Alors, le handball, c'était sport chacun de son côté, parce qu'il y avait tout niveau différent. Sport automobile, j'ai commencé avec mon père à mes 16 ans, quand j'ai pu rouler. Puis après, VTT, c'était la sortie du dimanche. C'était pas de compétition, hein, c'était vraiment du sport amateur, plaisir. Donc, c'était la sortie du dimanche avec les copains. Et puis,
et puis, enfin, les copains à mon père, en l'occurrence, et puis l'apéritif et le repas qui allait bien après. Le sport, voilà, sport d'hiver, bah, c'était des semaines de ski de descente dans les stations des Alpes, le ski de fond le dimanche, où on retrouvait les copains. Enfin voilà, c'était vraiment du sport amateur, sport plaisir, et ce qui donne bah, la- ce que je retrouve aujourd'hui, même en faisant un peu plus de compétition, mais ce qu'on retrouve voilà, aujourd'hui, je pense qu'on peut bien en parler, hein, du sport plaisir, sport amateur, et surtout l'esprit copain. Enfin, voilà, l'un comme l'autre, on s'est rencontrés il n'y a pas, il y a pas si longtemps, et puis c'était voilà, autour d'une sortie plaisir, quoi, tout simplement. Exactement. Alors c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, avec Thomas, on s'est rencontrés lors de la Maxi Race Off que j'ai fait avec Steve en totalité. Et puis Thomas et Gérald étaient là à la moitié pour nous accompagner sur la dernière moitié, qui est déjà un sacré morceau quand même. Et c'est vrai qu'on a passé un super moment sur cette course. Comme on disait, la veille, on se connaissait pas et puis on s'était jamais vu, si ce n'est par téléphone, par message, vite fait avant pour programmer cette petite course. Et puis on s'est rencontrés là-bas et ça a été vraiment un super moment. Ouais, bah, on a passé un super moment, voilà, bah, je dirais presque un moment fraternel, enfin d'amitié. Voilà, on s'est tous tirés les uns les autres, c'était cool. On a passé un super moment, et comme quoi, voilà, autour du sport, on fait des super rencontres, on fait des super découvertes, et des moments vraiment de partage géniaux, tout simplement. Hmm. C'est clair que le sport permet ça, de pouvoir se rencontrer pendant longtemps aussi, surtout quand on travaille, parce que bah, c'est vrai qu'il y a des sports où tu vas partager un moment, mais ça va pas être un moment similaire à celui du trail où tu as vraiment le temps de partager, d'échanger et puis de se rencontrer, de se connaître, de se raconter des choses, des fois aussi où C'est tu ça. où t'aurais peut-être pas dit ça à un copain en soirée, et puis là tu rencontres quelqu'un en trail et puis tu lui dis des trucs. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu as la tête qui a envie de se libérer aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que il y a pas que les jambes. Et puis voilà, ouais, c'est vrai que tu partages sur voilà, bon, bah, toi avec Steve, tu as couru quoi, 10 heures, 12 heures. Nous, on a couru ensemble 6 7 heures. Enfin voilà, tu as le temps de discuter. Il y en a un qui est moins bien, bah, tu lui remontes le moral en lui racontant les trois conneries que tu avais à lui raconter. Et puis inversement, puis tu passes des super moments autour du sport. Donc c'est juste génial, quoi. C'est clair. Alors j'aimerais partager un petit peu sur le sport automobile. Ça c'est un truc qui m'intrigue un peu. Ouais. Comment est-ce que tu pratiquais ce sport-là? C'était quoi exactement ce sport automobile? C'était de la course sur route, c'était du rallye, c'était quoi Alors moi, exactement et comment, moi, je faisais du comment tu rallye. pratiquais du rallye? Je faisais du rallye, donc bah, toujours en famille, hein, voilà. Mon père, il a attaqué à 18 ans, il en a 60 aujourd'hui. Il y a toujours une voiture de course dans le garage. Euh, Mm. et puis bah, à 16 ans, moi, j'ai attaqué en copilote à côté de mon père. Donc voilà, on faisait les rallyes de la région, des rallyes un petit peu plus loin. Et puis après, bah, mes 19 ans, j'ai attaqué à conduire. Et voilà, donc je faisais un petit coup de copilote, un petit coup de pilote. Bah, c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme aussi, parce qu'elle faisait des rallyes. Et, Mm. euh, et voilà, c'est un autre sport qui demande une grosse concentration également, un gros aspect mental et préparation, parce que voilà, faut être prêt. L'aspect physique aussi, mine de rien, voilà, qui rentre pas mal en compte, parce qu'on se dit, ouais, c'est des sports mécaniques, il n'y a pas besoin de. Mais il y a besoin de tenir le volant, et puis quand il fait des chaleurs à 45 degrés dans la voiture, si t'as pas un peu de physique derrière, c'est pas non plus la même. Et puis voilà, c'est un autre sport. Aujourd'hui, je pratique quasiment plus. Enfin, on a toujours une voiture qui est un peu en cours de remontage ou autre. Mais voilà, j'ai d'autres priorités. J'ai d'autres priorités. Mais c'est un beau sport également, quoi. C'est vrai que tous ceux qui ont déjà fait du karting, hein, sans aller forcément chercher plus loin, tu ressors de là, même si c'est qu'un run de 30 minutes, tu ressors de là avec les bras explosés. C'est Enfin, ça, ça. c'est pour ma part, c'est ça.
Donc j'imagine que quand tu dois tenir un volant de rallye et tenir une bagnole pendant je sais pas combien de temps durent les courses, mais Ouais, ça dépend des courses. Ça peut être des épreuves de, on va dire, 5-6 fois pendant 6 kilomètres, et puis des épreuves en nationaux, championnat de France, où on a des spéciales de 40 kilomètres, quoi. hmm. Et 40 Donc, bandes, ça fait combien de temps à peu près bah, d'effort? ça dépend où tu es. Si tu es au Mont Blanc, au rallye du Mont Blanc d'ici à Morzine, bah, c'est un peu moins rapide que si tu es au Touquet avec des grandes enfilades. Et voilà. Bon, après, Hmm, c'est des spéciales de 25-30 minutes, quoi. hmm. Et alors, quel est le rôle du copilote exactement? Et ben, le copilote, bon, tu as une phase de reconnaissance qu'on fait en amont avec des voitures de série sur la route ouverte où tu dois respecter le code de la route et tout. Je le précise toujours bien parce qu'on a l'image du gars qui fait du rallye qui est un peu inconscient, mais pas du tout quand on est en phase de reconnaissance. Puis bah, tu as le pilote qui t'indique les virages, voilà, donc des angles, hein, des angles de virage ou des vitesses. Enfin, voilà, c'est au bon vouloir de chacun. Et après, le copilote, bah, lui, il retranscrit ça le jour du rallye en annonçant les virages pour que le pilote sache où c'est qu'il est. Mais il a aussi une phase de préparation en amont bah, de tout ce qui est hébergement, de tout ce qui est préparation des personnes qui nous suivent, de l'assistance. Et puis une préparation du guidage aussi sur la route. Donc entre deux épreuves, il faut prendre à tel endroit, tel endroit. Comme ça, le pilote, lui, il est entièrement guidé via un roadbook et via le, le- le discours de son copilote. Donc c'est vraiment Hmm. une question de confiance l'un et l'autre, vraiment importante, quoi. Ah, ça doit être quand même assez péchu Parce que moi, j'ai toujours un peu du mal entre ma gauche et ma droite. Je me trompe tout le temps hein, du premier coup. Je crois que c'est les gauchers qui ont souvent ce problème-là, d'ailleurs. Et Alors ça, je ne sais pas. j'avais lu ça. Ou peut-être que je l'ai lu pour me rassurer. Je sais pas. Oui, aussi, ouais. Mais si tu te plantes, tu peux planter la bagnole, potentiellement. C'est ça. Bah voilà, c'est typiquement une erreur de route, hein. C'est comme quand en course à pied, tu lèves pas les pieds, bah tu tombes. Je sais de quoi je parle. Et ben en rallye, si tu connais pas ta gauche et ta droite, puis que tu as ton copilote qui t'annonce un virage à droite et que tu le prends à gauche, il peut y avoir un problème à un moment donné, oui, effectivement. Hmm. Effectivement. Et après, tout est une Bon, question aussi de concentration. ouais, ça doit vraiment être un moment hyper fatigant, hyper intense. Ce moment de concentration assez intense, ouais, ça doit être costaud quand même de pouvoir euh, lire le roadbook, comme tu dis, au fur et à mesure, chaque étape, etc., savoir où est-ce que tu es au bon endroit, enfin, le dire au bon moment aussi. Enfin, ouais, ça doit vraiment être quelque chose d'assez. Bah, c'est une question de concentration, d'assimilation de tout. Et voilà, hein, après, c'est vraiment ouais, concentration, assimilation, puis prendre après les habitudes aussi, hein, prendre chacun ses habitudes. Et voilà. Hmm. Mais c'est vrai que t'es le deuxième dans mon entourage là qui fait ça. J'avais un copain quand j'étais en BTS qu'on salue d'ailleurs si nous écoute Jérémy qui faisait ça aussi et ça m'a toujours impressionné. Alors c'est le sport mécanique automobile a toujours cette image de sport qui détruit la nature un petit peu, mais en attendant, ça fait quand même de belles images, ça doit donner de belles émotions et puis C'est c'est un quand autre, même c'est assez ouais, péchu, quoi. c'est un autre sport. Alors après, l'aspect écologique et tout ça, on pourra en discuter aussi, mais c'est pas le sujet du jour. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, il en faut pour tout le monde. Chacun s'y retrouve. C'est un beau sport qui a aussi des belles valeurs et voilà, qui est sympa et de par sa pratique et de par tout ce qu'il engendre autour sur la préparation, en fait, qui est intéressante aussi. Hmm, super. Bon, bah écoute Thomas, on a fait notre petite. Moi, ça m'intéressait de discuter un petit peu de ce sport-là. On va revenir sur notre sujet du trail et de la course à pied. Qu'est-ce que toi, le trail et du moins la course à pied, le sport en montagne, t'apporte avant
On va parler de avant l'opération dont on pourra reparler justement après. Ouais. Est-ce que c'était déjà présent et qu'est-ce que ça t'apportait à ce moment-là? Alors, typiquement, le trail, moi j'ai attaqué, enfin la course à pied. J'ai attaqué l'année dernière en février-mars 2020. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que avant la course à pied, j'avais horreur de ça. Deux, quand mon frère s'est mis au trail il y a 5 ans, qui courait tout le temps, j'ai toujours dit c'est un sport de con. Je ne veux pas faire ça parce que vous êtes complètement fou ou autre. Voilà. L'aspect nature, alors ça c'est un aspect que par contre avant j'aimais déjà bien, être dans la nature, faire du VTT, enfin voilà, faire du vélo, faire tout ce qui s'ensuit. Mais typiquement, la course à pied, c'était pas du tout quelque chose qui faisait partie de ma vie. Et puis, bah, comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Aujourd'hui, je cours, je fais des plus longues distances, je m'éclate, et puis ça m'apporte un équilibre. Là, ça faisait, bah là, au jour où on enregistre, ça faisait 15 jours que j'ai pas couru suite à une petite chute qui m'a un peu abîmé les côtes. Et ben, Vas-y, c'était raconte-nous l'époque cette chute. sûrement. Oh, bah voilà, j'étais en stage à Chamonix, en train de descendre la Flégère. Mm. Et, euh, Et puis, bah, je pense que j'avais pas la concentration optimale à l'instant T. Et puis, il y a un caillou qui est venu chatouiller le bout de ma chaussure. Et puis, j'ai fait un beau vol plané, point de suture en menton, et fissure des côtes. Voilà. Rien que ça. Bâton cassé, lunettes de soleil. Enfin, voilà, on a fait les choses bien. T'as fait Donc, comment voilà. pour redescendre? Eh ben, j'ai mis une compresse sous le menton. Voilà, hop, et puis bah, je suis redescendu, j'ai fini, hein, on s'est arrêté boire un coup. J'étais en stage, donc je voulais pas perturber non plus trop le stage. J'avais pas une jambe cassée ni autre, donc j'ai fini, on est redescendu à Cham, et puis je suis allé aux urgences ce soir. J'avais Ouais. jamais visité les urgences de Salange, donc fallait bien, fallait bien que je l'essaye un jour. Mm. Et voilà, Alors, pour pour en ceux qui ont revenir. déjà eu Ouais. des côtes pétées, ça pique quand même. C'est pour ça que je te pose la question de comment t'es redescendu. Non, non, j'ai fini. Quand c'est chaud, ça va encore. Mais c'est Ouais, quand ça commence à refroidir qu'en général, c'est. Puis moi, j'étais juste fissuré, donc ça va, heureusement. d'accord. Donc, euh, donc voilà. Mais là, c'est bon, j'ai réussi à recourir. On va pouvoir préparer bien la course la semaine prochaine, donc c'est cool. Top. Du coup, je t'ai coupé. Tu étais en train de nous dire que la course à pied, le trail, Ouais, c'était pas du tout ton truc. non, c'était pas du tout mon truc. Voilà, j'étais admiratif de ce que j'en pouvais faire, tout simplement, parce que courir dans les extrêmes de l'ultra, mais déjà que des 35-40 km, je me disais, ou même des 20 km, je disais, les gens, ils sont costauds. Puis bah, au final, tu te rends compte que bah, là, les 20 km, 30 km, voilà, on les fait. Et puis bah, là, les nouveaux objectifs arrivent sur du 70. Et voilà, tout est une question d'entraînement. Puis bah, c'est aussi une adrénaline, c'est bah, tout ce que ça peut sécréter pour le corps humain qui aujourd'hui te fait des appels en te disant mon gars, t'as pas couru, faut y aller parce que ça te fait du bien de courir. Et aujourd'hui, Ouais. j'en ai besoin. Voilà, c'est course à pied, c'est vélo l'été, c'est beaucoup de ski l'hiver, et ski de rando, ski de fond, ski de descente. Enfin, voilà. Le tout, c'est de passer du temps dehors, de faire de la montagne. Parce que oui, j'aime quand même bien l'esprit montagnard plus que le plat pays. Et voilà. Hmm, super. Alors, maintenant qu'on a un petit peu ton historique sportif et qu'on connaît un petit peu ton appétence pour le trail enfin, avant cette opération, est-ce que tu peux nous parler justement de ce qui s'est passé ou de ce que tu as eu, ou je sais pas comment tu appelles ça, mais de ce qui t'est arrivé, de ton état, je sais pas vraiment comment toi tu appelles ça, mais nous, c'est ce qu'on a appelé l'obstacle de vie. Comment ça s'est passé pour toi avant? Qu'est-ce que tu avais avant cette opération? Eh ben, alors moi, très clairement, voilà, pour faire les choses dans l'ordre, je suis un ancien obèse. Bon, j'ai toujours été bien portant depuis tout bébé, hein.
Ensuite, courant de la vie, problème de santé, thyroïde, après divorce des parents, enfin voilà, je vais pas faire tout l'historique familial, mais voilà, c'est ce qui amène, voilà, tu grossis un peu, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, puis à un moment donné, t'es, t'es un bon vivant aussi, donc l'apéritif, le bon repas, le bon gueuleton, le bon ci, le bon ça, sans forcément manger des quantités extrêmes, hein, ou sans forcément avoir le cliché que les gens peuvent avoir de la personne qui est obèse et qui mange que du gras ou que de la saloperie, hein, pas du tout, parce que c'est pas le cas et pour la majeure partie des gens. Donc voilà, j'ai toujours quand même fait du sport, hein, même voilà quoi. C'est vrai qu'au rugby, c'était une force, au handball, j'ai joué pivot, c'était aussi plus ou moins une force. Et puis après, tu prends un peu du recul, tu vieillis un peu, tu deviens papa. Et tu deviens papa, puis tu te dis, tiens, t'as 28 ans, je veux pas, voilà, je veux profiter de ma fille, je veux profiter voilà, de ma fille qui est là, et je fais 145 kilos, parce qu'à l'époque, je faisais 145 kilos. Et tu te dis, bah non, Thomas, à un moment donné, à 40 ans, il va t'arriver une merde, il faut faire quelque chose. Puis hein, je cache pas que j'avais déjà essayé les régimes, j'avais déjà essayé plein de choses comme tout le monde le sait, les régimes c'est bien un temps, à un moment donné ça marche pas. Puis j'ai pris, voilà, en discutant avec mon médecin, j'ai pris la décision de passer par la case opération, donc opération de l'estomac, ce qu'on appelle une sleeve gastrectomie, qui consiste à couper deux tiers de l'estomac, dont la glande qui sécrète la faim, la gréline. Voilà, pour vous faire l'aspect médical, Mhm. médical des trucs. Donc voilà, en fait, l'estomac, au lieu d'avoir sa belle forme comme ça, là, de- d'estomac, moi, c'est un tuyau. Hop, voilà. Et le jour où tu sors de l'opération, donc moi, j'ai été opéré le 20 février 2020, le 18 février 2020, j'ai n'importe quoi. Tu ressors et ton estomac fait la taille d'un pot de yaourt. Et donc, en gros, 100 à 150 grammes de contenance. Et voilà, c'est le but de cette opération qui t'aide à maigrir. Je dirais bien qu'elle t'aide à maigrir parce que oui, c'est sûr que la première année, tu vas perdre du poids, c'est évident. Mais si autour, tu mets pas en place plein de choses sur l'aspect nutrition, l'aspect sport, l'opération a ses limites. Et voilà, comme moi je l'explique, c'est un tremplin de vie pour moi. C'est un tremplin. Et un tremplin, si en vrai tu le prends mais que tu sais pas battre un peu des ailes et puis tu sais pas t'équilibrer pour atterrir correctement, tu te casses le bout du nez. Et voilà, moi j'ai mis en place pas mal de choses sur l'aspect nutrition et sur l'aspect sport, donc en l'occurrence, qui aujourd'hui font partie de mon équilibre. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai perdu 65 kilos. Euh, donc je suis dans un poids de forme de stabilisation, enfin poids de forme que je considère poids de forme, qui me permet de m'épanouir et de passer, voilà, de passer des bons moments, de relever des beaux défis, de me mettre toujours des défis supplémentaires parce que le sport aujourd'hui, c'est, oui, d'une part la recherche de performance parce que je suis quand même toujours quelqu'un qui est un peu compétiteur et qui aime bien voir un peu le temps, voir un peu ce qu'il permet de faire, mais surtout de relever des défis et puis de passer des bons moments de partage avec les personnes. Et voilà un petit peu la typologie aujourd'hui autour de cette Mhm. opération. Et alors, quel était le regard des autres avant? Et est-ce que tu as vu une différence avec maintenant? Ouais, j'ai vu une grosse différence. Alors, c'est un aspect qui est pas toujours simple, à avoir, et c'est là où je pense qu'il faut avoir une grosse force mentale aussi. Parce que les gens, moi, ils m'ont toujours vu comme le gros nounours, hein. Enfin, voilà, typiquement, le bon vivant, qui a un peu, voilà, qui était comme il était, qui s'assumait, hein. Enfin voilà, je me suis toujours assumé, j'ai toujours dit que le poids, ça m'empêchait de rien faire, et ce qui était vrai, et ce qui est vrai, voilà, j'ai toujours fait ce que j'avais à faire. Ma femme m'a connu, j'étais obèse, enfin voilà, aucun souci. Puis aujourd'hui, les gens, ils comprennent pas forcément tout, ce revirement de situation,
cette accroche du sport, cette besoin de se dépasser, l'aspect nutrition aussi, parce que quand tu es à un bon coup de fourchette, puis du jour au lendemain, tu manges l'équivalent d'un pot de yaourt, ce que je mange toujours à l'heure actuelle, hein, tu y as bien vu toi aussi, hein, on en Hmm. mange ensemble. Je mange souvent voilà, quand je fais du sport, mais je mange toujours des petites quantités. Et ben les gens, voilà, tu as les gens qui sont ouverts d'esprit, qui vont te poser la question ou autre, puis tu as les gens qui sont pas ouverts d'esprit, puis qui comprennent pas, puis qui vont te faire des remarques, quoi. Sur le, ouais, bah, c'est bon, maintenant t'es assez maigri, t'es trop mec, t'es trop ci, enfin voilà. Et il faut avoir une force, voilà, essayer d'avoir une force mentale que je développe un peu plus, parce qu'il y a eu des moments un peu difficiles, et il y a toujours des moments un peu compliqués, mais voilà, on travaille là-dessus, et c'est un tout qui fait avancer. Et toi, dans le cadre du sport, il n'y a jamais eu un... Parce que tu as quand même fait pas mal de sport, tu nous disais du hand, ça a jamais été un frein ou quelque chose que tes coéquipiers, entraîneurs, t'ont reproché ou t'ont dit tu as trop de poids, il faudrait que tu essayes d'en perdre? Bah non, parce que j'ai toujours, enfin, pas à mon souvenir. Alors après, au rugby, typiquement, non. Hmm. Parce qu'ils étaient bien contents d'avoir, à l'époque, 130 kilos qui poussaient en première ligne de mêlée, hein, parce que l'autre bébé qui était de l'autre côté de la mêlée, je me rappelle toujours, hein, c'était un Fidjien qui faisait 155 kilos. Dire que quand on poussait les deux, en général, ça poussait un petit peu. Au handball, bah, c'est pareil, je jouais pivot, donc tu as toujours des gabarits un peu plus costauds où bah, ils sont bien contents d'avoir un peu de place, que ça fasse un peu de place dans la défense. J'ai jamais eu trop de problèmes à ce niveau-là. Mais moi, après, j'étais un malin, c'est-à-dire que quand on était en début de saison, que c'était la préparation physique et à faire des tours de terrain et puis à faire. J'étais, j'étais toujours occupé, j'avais toujours un truc à faire, parce que ça m'emmerdait au plus haut point. Puis quand on commençait à toucher un peu de ballon, bah là oui, par contre, là, je réapparaissais, je réapparaissais. Mais non, j'ai jamais eu trop de pression à ce sujet-là, ou pas à mon souvenir. Après, c'était plus quand tu faisais du sport type VTT, type ski, où là, tu sentais bien les limites de par toi-même. Même si tu prenais du plaisir, tu sentais quand même bien que quand tu avais une côte de 5-10 km à monter en VTT, des fois tu te disais, c'est vrai que tu ferais 10-15 kilos de moins, ça serait un peu plus facile, quoi. C'est vrai, hein, pour se rendre compte de ce que ça fait. Après, le corps s'habitue aussi sur le long terme, hein. Ça, c'est pas du jour au lendemain en fait que ça vient, Mm. ce poids en plus. Mais si on se met rien qu'un sac de 10 kilos sur le dos et qu'on va courir, ben, tout de suite on va avoir une performance qui va être complètement différente. Enfin, Et puis du coup de se dire que tu arrivais quand même à faire du sport avec ces plus de 60 kilos de plus. Mm. C'est incroyable en fait. Bah, c'est incroyable. Après, voilà, c'est que le corps est bien ou mal fait. Alors après, ça, c'est au bon vouloir on y réfléchit comme on veut. Moi, je pense que le corps est vraiment bien fait, parce qu'il s'adapte un petit peu à tout. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai déjà recouru en prenant des trucs un peu lourds sur les épaules, en se disant, putain, avant je courais, j'avais tout ça. Mais je me dis qu'un jour, je me mettrais bien 60 kilos dans un sac à dos, et puis partir faire ne serait-ce qu'une des côtes que je peux faire aujourd'hui, en me disant, ouais, ouais, là, il y a quand même une grosse, grosse, grosse différence, quoi. Ouais. Ah, c'est assez dingue. Enfin, moi, je trouve ça assez dingue. Et puis en plus, pour t'avoir vu justement évoluer en montagne euh, avec finalement un an, un peu plus un an et demi quoique, ouais, même pas un an et demi après ton opération. C'est juste incroyable en fait de se dire que finalement tu allais à la même vitesse que nous, voire même plus vite. Et alors que finalement le trail tu as pu le pratiquer que un an avant quoi. Sérieusement, enfin avant à 145 kilos, si je me trompe pas, c'est bien ça, hein. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, ça paraît difficile de se dire que tu vas partir faire 15-20 bornes en montagne, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Alors, tu le fais en mode rando, en arrivant au-dessus de la côte, en recherchant un peu l'oxygène qui est au fond des poumons. Mais voilà, après, c'est là que je dis que le corps est aussi bien fait, c'est que j'avais quand même
capacité physique de par les années de sport antérieures, une capacité musculaire, et puis bah, en fait, on a fait que la travailler. Alors après, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien aussi m'entraîner. Je suis quelqu'un qui aime bien bah, accroître les performances, essayer de chercher, je dirais pas l'optimisation de tout, hein, j'ai pas cette prétention-là, mais de donner tout ce qui est possible pour réussir le mieux. Donc en jonglant sur le vélo, en jonglant sur le vélo, sur la course à pied, voilà, pour optimiser et, développer ses capacités. Donc voilà, c'est vrai qu'en montagne, bah, aujourd'hui, aujourd'hui voilà, je passe des bons moments, on passe des bons moments. Il y a encore du travail sur certains points, mais voilà, le corps a une bonne mémoire, je pense. Hmm. Et alors, est-ce que tu as été accompagné dans cette transition-là? Et si oui, par qui et comment? Alors, dans la transition, donc après l'opération, j'ai pris bah, dans le protocole, je dirais, de suite, tu prends une diététicienne, bien entendu. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec la diététicienne. Euh, j'ai pris. Donc, après, au début, j'ai fait du sport tout seul parce que voilà, en regardant les vidéos, les conseils d'entraînement que certaines personnes peuvent donner, du style toi. Euh, et puis après, bah, le problème qu'il y a, c'est que j'ai voulu un peu en faire beaucoup. Je ne me suis pas forcément trop écouté. Et puis septembre, bah, première blessure, voilà, un petit syndrome de l'essuie-glace. Donc tu es out pendant 2-3 mois parce que tu as du mal à en ressortir. Puis après, je me suis dit, non, stop, là, on va faire les choses correctement. C'est bien, tu veux progresser, tu veux faire ça. Donc début janvier, j'ai pris un coach qui me fait des programmes d'entraînement à la semaine, à la quinzaine, en jonglant bah, vélo, en jonglant course à pied, sur de l'intensif, sur du plus long, sur des choses comme ça, et qui m'a permis de bah, bien progresser là sur ce début d'année, sans blessure, je touche du bois bien entendu, et, euh, et là d'arriver à un stade où, ouais, où je suis bien quoi, où je suis bien. Alors après j'ai du mal avec tout ce qui est entraînement spécifique, enfin voilà, VMA, seuil, ces choses-là. Je suis assez plus au feeling et à me dire, voilà, là je suis bien, je vais faire comme ça, à m'écouter plus qu'à regarder la montre, même si j'aime regarder la montre pour tout ce qui est je dirais le temps, l'effort, le résultat, mais faire des entraînements, voilà, 80% de fréquence cardiaque, choses comme ça, j'ai un peu plus du mal à y respecter, on va dire. Hmm. Et je me Alors ça, suis, c'est voilà, vraiment c'est de l'optimisation, hein, de toute façon, ce type d'entraînement-là. C'est aussi pour des gens qui ont besoin de se rassurer, d'être sûrs qu'ils sont vraiment dans l'entraînement optimal. Moi, j'appelle ça les ingénieurs du trail. C'est les gens c'est qui ont ça. vraiment besoin de chiffres, d'optimisation, alors que le travail au ressenti peut être tout aussi efficace pour notre sport qui est le trail. Mais toi, c'est le travail d'intensité comme ça, de fractionner, de seuil, etc., avec lequel tu as du mal, ou c'est vraiment le fait d'être à X% de fréquence Ouais, cardiaque, de VMA, etc. c'est le X%. D'accord. Du style quand il va me marquer, quand Arnaud va me marquer une séance de 30-30 ou d'intensité, enfin voilà, de fractionner en côte. Ma côte, je la connais. Là, bah, je vais le faire, mais sans regarder la montre, quoi. Hmm. Et puis on est parti, puis je vais faire la séance pareil. Mais voilà, pour en revenir, je me suis entouré voilà, de personnes, donc ma diète de base, euh, mon coach, voilà. Et là, j'ai pris une nouvelle diète que tu connais, euh, Julia, voilà, Julia Balend, Impulsion nutrition. Impulsion Nutrition, qui me suit et qui m'a préparé là pour ma course. On a eu des super échanges, on a mis des choses en place qui sont top parce que voilà, moi, pour faire court, j'ai vu que je mange pas beaucoup, il faut que je me nourrisse plus régulièrement. Donc, il a fallu trouver les bons apports nutritionnels, les bons aliments, les bons nutriments, les bonnes choses pour ne pas être en carence, pour ne pas trop taper dans le fond des muscles et pouvoir être performant sur toute la longueur. Parce que vu que
je suis plus parti pour faire de la longue distance que de l'intensif. J'ai besoin voilà, de pouvoir tenir 7, 8, 10, 12 heures d'effort correctement. Donc on a beaucoup travaillé. Et franchement, je pense qu'on a fait un bon travail et on aura le résultat la semaine prochaine, voir si ce qu'on a mis en place a bien fonctionné. Alors, c'est quoi qu'on mange quand. C'est quoi ou comment? C'est quoi et comment qu'on mange quand on a 150 grammes de disponible d'espace Et, dans l'estomac? et ben on optimise. On optimise. Donc moi déjà, quand je fais un effort, je mange toutes les 20 minutes quelque chose. Euh, alors, certains diront que c'est normalement ce que tout le monde devrait faire voilà, pour optimiser. Moi, je mange toutes les 20 minutes quelque chose, donc du sucré, du salé. Ça va être de la compote, de la purée salée à la patate douce, à la lentille, à la purée d'amande, à la compote que j'aurais fait de pommes avec du miel, au stick de miel, à la barre énergétique que j'aurais fait parce que voilà, je suis quelqu'un qui je mange pas les barres énergétiques du commerce, je mange rien du commerce. Je fais intégralement ma, ma nourriture et ma nutrition sur toute la course, sur tout le sport que je fais. C'est moi qui gère intégralement mon alimentation. Et puis on mange tout. Je mange de tout. Je mange du comté, je mange voilà, des oléagineux, du chocolat, je mange pas des burgers à Steve, mais je mange un petit, mais je mange un peu voilà, je mange de tout. On optimise. Voilà, avec Julien, on a travaillé sur les valeurs nutritives de chaque chose. On sait ce que je dois manger et ce que j'ai besoin comme valeur pour tenir. Et du coup, on a optimisé par rapport à ça, toutes les prises. Donc, c'est des petites prises de toutes les 20 minutes, donc de la pâte de fruits à voilà, de tout. Et après, bien entendu, les boissons de l'effort que je fais aussi dans la majeure partie des cas. Et voilà, comme ça, je gère l'intégralité. Et après, c'est un peu au ressenti, mais j'essaie de varier de tout pour surtout ne pas me lasser et ne pas avoir un moment donné où l'estomac me dit stop, je veux plus rien manger, quoi. Hmm. Alors effectivement, on se connaît un petit peu avec Julia pour avoir nos enfants qui sont dans la même école. Et ça doit être un beau challenge comme ça pour une diététicienne nutritionniste qui se spécialise sur le sport. Parce que j'imagine que quand on a subi ton Julia, qu'on salue d'ailleurs, si elle nous écoute. Ouais, et merci Euh, pour ton travail. et ça doit être un sacré défi parce que j'imagine que quand on subit ton opération, peu de gens finalement vont aller faire. Enfin, c'est peut-être très très faux ce que je vais dire, mais c'est une intuition que j'ai. Quand on a subi ton opération, peu de gens derrière font des efforts d'ultra trail, voire même de rien que de course à pied. Je sais pas. Quel est ton Alors, avis là-dessus? je pense que dans l'extrême, alors je dirais pas que je suis dans l'extrême, mais je pense que sur des très longues distances, je ne sais pas. Je sais que Julia suivait quelqu'un qui, lui, fait du triathlon, qui avait été opéré de l'estomac comme moi. D'ailleurs, c'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer à terme pour en discuter avec lui, puis pourquoi pas venir partager son expérience avec nous. Euh, après, je connais pas de personnes qui ont subi ce genre d'opération et qui font aujourd'hui du sport d'endurance. Mais après, bon, voilà, il y a pas mal de monde qui vont faire de la course à pied, du vélo, mais plus dans le but d'entretenir et de faire une activité physique, et au moins en recherche de performance. Après, voilà, une fois de plus, j'ai pas non plus le recul là-dessus, où j'ai pas rencontré ce genre de personnes. Donc, je veux pas dire des choses que je maîtrise pas, mais après, oui, effectivement, pour ma part, c'est un challenge à relever. C'est un challenge à relever. Et l'aspect nutrition, voilà, on s'est quand même creusé un peu la tête à jongler entre les proportions et ce qu'il fallait avoir, quoi. Hmm. Alors aujourd'hui, toi, tu interviens, si je me trompe pas, dans l'hôpital qui est
où tu as été opéré. Quel est ton rôle et pourquoi est-ce que tu fais ça? Eh ben, alors voilà, j'interviens à la polyclinique une fois par mois ou une à deux fois par mois pour faire un retour d'expérience, tout simplement. Alors ils appellent ça patient expert, je trouve ça très pompeux. Donc moi, je suis juste là en ancien patient. Et en fait, ils avaient mis en place, donc après que je me sois fait opérer, enfin après que j'ai fait mon protocole d'opération, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se fait opérer, on a quand même un protocole qui est long, où on voit beaucoup de monde, hein. Donc en amont, on voit diététicien, psychologue, cardiologue, pneumologue, endocrinologue, enfin toute une flotte médicale qui est impérative parce qu'on peut pas c'est quand même une opération qui est lourde, hein, qui fait un gros changement de vie, donc on peut pas se lancer comme ça de rien. Et en fait, à la polyclinique où je suis, il y a vraiment une équipe pluridisciplinaire qui est bien et qui a mis en place un protocole de 3 jours, un stage de 3 jours où les patients qui veulent se faire opérer rencontrent en individuel les professionnels de santé, mais aussi en groupe des diététiciens qui font des réunions d'information, des profs de sport euh, adaptés, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et moi, voilà, j'en avais discuté avec mon chirurgien et il a voulu m'intégrer à ça en tant que, voilà, pour donner mon point de vue sur l'opération et d'avoir un retour non médical sur l'opération où des gens, voilà, ils vont me poser des questions sur tout et sur rien. J'ai pas de tabou là-dessus avec eux. Ça peut être aussi bien sur l'aspect du monde qui entoure, sur les conseils que moi je vais leur donner sur comment j'ai préparé telle ou telle chose. Sur le retour au sport en l'occurrence, sur l'aspect nutritionnel, ou moi comment je mange, sans rentrer dans les détails de la nutrition en elle-même. Voilà, c'est vraiment un retour d'expérience. Et moi je trouvais ça intéressant et ça m'a vraiment intéressé parce que malheureusement, on fait tous pareil. Quand on recherche des informations, on va aller sur Internet. Et je pense que c'est typiquement humain où on va toujours mettre ce qui va pas sur Mm. l'opération. Attention, la sleeve, oui, tu peux avoir ça, tu peux avoir un problème à l'estomac, tu peux avoir un problème de fistule, tu peux vomir parce que tu as trop mangé, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire ça, c'est dangereux, c'est ci, c'est ça. Tu ressors, tu as lu une demi-heure de trucs, tu as la tête qui va exploser et tu dis non, non, stop, je veux surtout pas me faire opérer parce que c'est trop dangereux. Et en fait, moi, au jour d'aujourd'hui, je peux dire non. Donc, attention, j'ai que 2 ans enfin, j'ai qu'un an et demi de recul hein, sur l'opération, mais non, franchement, ça change la vie. Il y a plein de choses à mettre en place, certes. Il y a des moments difficiles, certes. Il faut en avoir conscience. Mais c'est tellement un soulagement derrière et il y a tellement de belles choses à vivre derrière que allez-y, quoi. Allez-y, faites-vous confiance. Et je pense que c'est important d'avoir ce recul positif, voilà, et non pas négatif sur l'opération. Et donc, je m'épanouis à intervenir là-dedans. Et voilà. Mm. Génial. Bah, c'est bien de pouvoir lever les inquiétudes des autres que toi, tu as pu avoir avant et d'avoir justement ce regard, parce que ce regard de vécu, parce que les chirurgiens, bon, ils ont une belle expérience et puis ils savent de quoi ils parlent, mais en attendant, ils l'ont pas vécu. C'est exactement ça. C'est exactement ce Ouais. qu'on disait avec mon chirurgien, qui est quelqu'un de top, hein, qui est très ouvert et autres. Mais lui, il a l'aspect médical. Il sait comment ça va se passer, comment il va falloir qu'il coupe l'estomac, comment ça va se passer après, dans la théorie. Mais il y a la théorie, il y a Mm. la pratique, hein. C'est comme, on va reprendre l'exemple de la course à pied. Tu as la théorie que pour gagner, tu dois courir à tant de minutes au kilo et au kilomètre, et puis tu as la pratique. Bah ouais, sauf que tu as des cailloux, tu as un bout de montagne, tu as un coup de moins bien, et puis non, ça va pas marcher à ce moment-là, quoi. Mm. Ah, c'est sûr, hein, c'est sûr. Et puis il y a ce côté aussi, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais le regard de l'autre que si tu l'as pas vécu, si t'as pas vécu aussi l'adaptation de ton environnement, parce que j'imagine que quand tu fais plus de 150 kilos,
t'as un mobilier qui est adapté, enfin, je veux dire, t'as un lit qui est Ouais. peut-être un peu particulier, enfin, voilà, Alors t'as plein de choses moi en fait. j'avais rien de tout ça parce que voilà, enfin, voilà, j'étais encore, j'étais heureusement encore pas rentré dans une. Mais oui, 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 tu as toute cette partie-là, puis tu as l'aspect familial. Hmm. Ma femme veut dire, moi je lui tire mon chapeau, hein, même encore à l'heure actuelle, hein. D'ailleurs, je sais qu'elle écoutera le podcast, donc je le dis et je lui redis encore une fois, je te tire mon chapeau, chérie, parce que je suis pas forcément tous les jours simple à vivre à la maison et que elle, moi, il a fallu que je m'adapte, mais que Luna et Laura, il a fallu aussi beaucoup qu'elles s'adaptent, ouais, très clairement. Donc, et qu'elles s'adaptent encore au jour d'aujourd'hui, quoi. Hmm. Donc, C'est vrai que. c'est important de Hmm. le dire aux gens aussi. Parler, communiquer, voilà, chose que j'ai pas forcément toujours bien fait, et faites-le, quoi. Hmm. Et alors, en quoi tu dirais que le trail t'a aidé à vivre ça d'une meilleure façon? Et bah déjà, bah, sur l'aspect sportif, bien entendu, parce que ça me permet de me dépasser, de continuer à garder une forte physique, voilà, à garder une activité physique. Mais je pense que dans le trail, il y a aussi un aspect mental qui est très important, surtout sur les disciplines, voilà, je veux pratiquer sur du plus long, parce que je m'épanouis dans le plus long. Et il y a un aspect mental qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Et je pense que cet aspect mental, bah, je l'ai eu aussi de par l'opération, en se disant, bah voilà, tu sais ce que tu veux, tu sais ce qu'il faut faire pour ça, et ben faut y aller. C'est sûr que quand tu es à 6 heures de course, tu te dis, au bout d'un moment, tu pourrais te dire, putain, j'en ai plein de dire, j'ai mal aux pattes, j'ai mal aux genoux, j'ai mal ci, j'ai mal là. Bah non, il faut y aller. Comme l'opération. À un moment donné, bah, des fois, tu te dis, tu te dirais, ouais, bah, tu sais, je lâche prise. Ben non, enfin, voilà, moi, je sais que c'est un peu le problème que j'ai, c'est que je sais pas lâcher prise et que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est un protocole et c'est un rituel qui est mis en place aussi. Et voilà, c'est le parallèle. Moi, aujourd'hui, l'un va pas sans l'autre. Il y a la nutrition, il y a l'opération, il y a le sport, il y a tout, il y a ma vie. Bah, en fait, c'est une globalité qui fonctionne tous ensemble. C'est un beau mélange qui fonctionne tous ensemble. Et le trail bah, m'a apporté cet aspect dépassement de soi, surtout, en fait. Hmm. Là, en tout cas, ce qui ressort un petit peu même beaucoup dans ton parcours, c'est que t'hésites pas à te faire entourer, à discuter, à échanger, à partager, et qu'on sent que ça t'aide vraiment beaucoup à avancer. Bah, ça m'aide à avancer. Euh, je pense que ça m'aurait encore plus aidé à avancer si à l'époque où moi j'ai fait le protocole, bah, il y avait peut-être eu quelqu'un qui m'avait aussi aidé comme ça. J'essaye de m'entourer parce que je suis aussi je dirais pas la recherche de performance parce que c'est un peu, mais voilà, j'essaye d'optimiser au maximum pour réussir parce que je suis toujours, voilà, je suis un compétiteur très clairement. Alors même si demain, je suis pas là pour aller gagner le trail, mais j'essaie d'optimiser un maximum parce que voilà, quand on prend un départ, on essaye d'essayer d'être au mieux. Euh, aujourd'hui, bah voilà, oui, il y a besoin de se faire encadrer sur plein de choses. Le seul truc où je ne me suis pas fait encadrer, c'est l'aspect psychologique. Et aujourd'hui, bah, j'y viens parce qu'il y a plein de choses, parce que ça fait remonter plein de choses aussi à la surface et qu'il y a besoin de se faire encadrer. Et c'est l'aspect que j'ai à travailler aujourd'hui parce que le mental est autre que le psychologique, je dirais, sur certains. Bon, alors on reprend suite à une petite coupure qu'on a eue avec Thomas. Qu'est-ce que tu dirais que ce problème, cette obésité que tu as eue et résolue, t'a apporté finalement de positif? Eh ben, il m'a apporté, je pense, alors sur l'aspect physique, bon, bah, bien entendu, hein, c'est l'aspect physique, l'aspect de la santé, qui était l'aspect primordial, qui était l'aspect de base pour moi, parce que c'était vraiment le but.
Donc là, aujourd'hui, voilà, je suis rentré dans une norme. Ah, j'aime pas, alors, je vais pas dire norme parce que j'aime pas du tout ce terme, parce que j'aime pas qu'on nous mette dans des cases, mais je dirais dans une normalité, Social. euh, pas sociale, une normalité au niveau de la santé. Voilà, très clairement. Mm. Parce que l'aspect social, on est comme on est, chacun est comme il est. Il y a des petits, des mecs, des gros, des grands, des roux, des blonds, ça, voilà. On est chacun comme on est. Voilà, ça, j'ai pas à revenir là-dessus. Mais voilà, c'est plus une histoire de ma santé. C'était de l'aspect primordial. Après, bah, l'opération m'a apporté voilà, plein de choses au niveau du sport. Voilà, de changement. Alors moi, ça a été un changement aussi de vie au niveau de l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, je mange plus du tout comme je mangeais avant. Je dirais, j'ai fait un virage à 720 degrés, 760, 800, 900, je sais pas combien de degrés. Voilà. Ça va faire des tours sur toi-même au bout d'un moment. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, des loopings, triple looping, triple vrille piqué, tout ce que tu veux. Non, mais voilà, aujourd'hui, tout ce que entre guillemets, je pouvais me moquer un peu des gens qui m'entouraient, qui mangeaient du boulgour, des graines du tofu. Je disais, je comprends pas, bah ouais, c'est ce que je mange aujourd'hui. Euh, voilà. Et puis après, bah, tout l'aspect professionnel, parce qu'aujourd'hui, moi qui ai toujours été commercial, là au mois de septembre, j'attaque un BTS diététique et nutrition. Enfin voilà, ça m'a changé plein de choses, plein d'envies. Aujourd'hui, j'ai envie de communiquer, chose que je faisais pas forcément avant. Alors quand je dis communiquer, c'est communiquer avec les autres, hein, c'est pas communiquer forcément sur, voilà, on communique dans ma famille ou autre, mais communiquer sur l'opération, sur ce que j'ai vécu, sur ce que ça m'a apporté, ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Je suis en train de mettre pas mal de choses en place justement autour de ça, pour pouvoir bah, aider, aider et donner mon point de vue et apporter mon expérience à toutes les personnes qui le souhaiteront. Voilà, voilà ce que l'opération m'a apporté et ce qui en découle aujourd'hui, c'est un changement de vie radical, mais c'est top quoi. Mm. Et, euh, et l'obésité, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté, ça? Si ça t'a apporté quelque chose de positif. Avant, L'obé- l'état d'avant l'opération. L'obésité avant, je pense que ça m'a apporté une force de caractère en fait. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que quand tu es enfant, même si j'ai pas souvenir de grosses railleries méchantes ou autres comme certains ont pu vivre, euh, je pense que tu te forges quand même une carapace, tu te forces un mental à toute épreuve et je pense que voilà, c'est ça qui fait parce que voilà, vu que tu rentres pas dans des cases, on parlait de cases tout à l'heure, mais vu que tu rentres pas dans des cases parce que tu fais 140 kilos, parce que t'es enfant et t'es costaud ou autre et tu rentres pas dans la norme, bah tu te fais une petite carapace et du coup bah moi je pense que je m'en foutais un peu en fait, j'y faisais pas forcément attention, puis au jour d'aujourd'hui avec du recul, tu te dis il y a des fois ouais peut-être que t'ont pas forcément fait plaisir et voilà et c'est ouais, ouais, je pense une force de caractère quoi surtout. Hmm, ça roule. Mais en tout cas, c'est vrai que ça doit forger un caractère justement de se dire que le regard de l'autre ne m'importe pas et que c'est moi mon état. Parce que en fait, tu l'as fait pour toi, hein. Enfin, c'est ce qui ressort, hein, de notre échange, c'est que à aucun moment tu l'as fait pour quelqu'un d'autre. Alors, tu dis que tu l'as fait pour ta famille, pour éviter qu'il t'arrive une merde et devoir les laisser seuls à 40 ans. Tu l'as dit, Ouais. ça. En fait, ouais, c'est une Euh, prise donc, de conscience hein, hmm, qui a été faite. Mais ce qu'il faut savoir, et ça je le dis quand même, effectivement, comme tu viens de le dire, je l'ai fait pour moi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ma femme, elle a été au courant 3-4 mois après. Et j'avais déjà entamé les démarches, en fait. Et voilà, c'est pour ça que je dis que je l'ai vraiment fait pour moi. Je ne voulais absolument pas avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Et une fois que ça a été lancé, là, à ce moment-là, oui, j'en ai parlé. hmm.
Quand tu pouvais presque plus faire machine arrière. Enfin, tu Ouais, peux ouais. toujours jusqu'au jour de Tu peux l'opération, mais toujours, hein, jusqu'à ce que si ouais. tu vas sur la table, tu peux. Hmm. Mais en Donc, fait, enfin, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient engagées, et puis c'est ça, tout le à fait. cycle psychologique dans ta tête, J'étais prêt c'était dans ma comme tête. En fait, j'avais voilà. besoin d'être prêt dans ma tête pour pouvoir en parler aux autres. Hmm. Alors Thomas, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Ça fait bientôt 1 heure qu'on est en train d'échanger. Est-ce que tu aurais un conseil à apporter à quelqu'un qui alors serait peut-être dans ta situation ou qui aurait une situation qui s'en rapproche? Enfin, voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à apporter à cette personne-là qui serait en train de vivre quelque chose de peut-être un peu difficile en ce moment? Eh ben, déjà, la première chose, c'est écoutez-vous. Euh, écoutez-vous parce que l'inconscient sait ce qui est bien et ce qui est pas bien pour chacun de nous. Alors c'est sûr, il y a les conseils de chacun, il y a les conseils de tout le monde, mais il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir faire les choses pour soi et les prendre pour soi. Et, euh, pas hésiter bah, voilà, à poser des questions, à s'interroger. S'il y a des personnes aujourd'hui qui sont en situation d'obésité et qui ont besoin de conseils, qui ont besoin alors de retour d'expérience, bah, vous pouvez aussi me contacter. Voilà, on peut en discuter. Et, euh, et après, le sport est une bonne thérapie pour toutes ces choses-là. Et moi, ça m'a vraiment permis de me retrouver et d'avancer sur plein de points. Hmm. Mais en tout cas, c'est vraiment très sympa, très généreux de ta part de proposer à tout le monde complètement bénévolement et puis dans toute bienveillance ton aide et ton appui pour réussir à partager une épreuve qui n'est pas forcément évidente à partager avec des gens qui ne l'ont jamais vécu. Parce que notre entourage, il peut être toujours sympa, bienveillant, mais en attendant, ils savent pas ce qu'on vit. Et puis si toi, tu l'as vécu avant, tu peux d'autant mieux en parler. Et ça, je C'est pense que ça ça. va aider beaucoup de personnes. Bah, si ça peut aider, ça me fera plaisir parce que je pense que c'est important et voilà. Donc, Hmm. Alors Thomas, avant que je te laisse clôturer cet épisode, moi je tiens à te remercier personnellement parce que on a dit qu'on en parlerait un petit peu dans l'épisode au tout début, mais Thomas, donc là je parle à tous ceux qui nous écoutent, m'aide et m'accompagne sur toute la programmation de ces nouveaux épisodes du trail a changé ma vie ou du sport a changé ma vie. Donc, si vous vous sentez concerné par ce sujet-là, si vous, le sport a eu un impact dans votre vie, alors on est sur un podcast qui traite des sports outdoor d'endurance. Donc, si jamais la randonnée, le vélo, l'alpinisme, le trail, bref, tous les sports outdoor d'endurance vous ont aidé un jour, eh ben, c'est Thomas qu'il faudra contacter et qui échangera avec vous pour qu'on puisse organiser un échange sur ce podcast si votre expérience a pu, enfin, peut servir à d'autres et que si vous avez envie de la partager. Donc, merci beaucoup, Thomas, de prendre ce rôle qui est extrêmement important dans le processus d'enregistrement. Donc, merci beaucoup à toi. bah, merci à toi de me faire confiance. Puis, bah, comme je dis, c'était un projet on a longuement discuté. C'est vrai que c'était sympa ce retour d'expérience. Et puis, du coup, bah, on a un beau projet. C'est un projet qui est vraiment sympa. Et on a déjà enregistré enfin, tu as déjà enregistré quelques épisodes, mais moi, j'ai déjà eu en amont les personnes, j'ai déjà discuté avec elles. Et c'est vrai qu'il y a il y a des belles histoires à raconter. Donc, si vous rentrez et si vous retrouvez là-dedans, bah, vous pouvez me passer un petit mail, un petit message et on en discute. Exactement, on mettra toutes les coordonnées dans la description pour pouvoir contacter directement Thomas ou me contacter moi, et puis moi après je vous mets en relation et puis vous échangez. Alors c'est vrai on a maintenant un petit process qui est bien, qui commence à être bien rodé. Ouais, Dès qu'il y en a un qui voit passer un truc sur Internet, tiens, lui, faut à tout prix qu'on puisse échanger. Thomas prend le premier contact et puis vous discutez un petit peu ensemble et puis après, moi, je prends le relais sur la partie échange. Donc, Thomas, c'est un petit peu l'homme de l'ombre. c'est ça. C'est ça. Je suis les petites mains, les petites mains.
Ah, j'aime pas dire ça à petite main parce que on dirait que je t'exploite. Non, 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 rien à voir. Non, non, c'est... Oui, l'homme de l'ombre, si tu veux. Non, on- voilà, on travaille en équipe. On a chacun notre partie. Exactement. Exactement. Et puis, C'est ça. bah, c'est vrai que dans toute cette programmation d'émissions, finalement, bah, c'est une grosse partie qui est vraiment invisible, dont on s'imagine pas vraiment, mais toute la partie recherche de profil, qualification aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des belles histoires à raconter, mais bah, qui sont un peu frileux à se dévoiler comme ça à l'écran, en audio. C'est jamais simple de raconter son histoire, de parler de soi. C'est pas toujours simple non plus pour certaines personnes. Et ce boulot-là d'organisation, de quand est-ce qu'on va enregistrer, quand est-ce que tu es dispo, quand est-ce que François est dispo, quand est-ce que la personne est dispo, c'est jamais simple. Et du coup, le boulot que tu fais en sous-marin, il est important aussi pour la réussite de ce projet-là. Ah ben, en tous les cas, c'est un beau projet et hâte de voir le projet total au mois de septembre. Ouais. Mais j'y crois et je pense que ça va être vraiment cool. Et ben, en tout cas, tu es au moment où l'épisode sort, le premier épisode de cette série. Et puis, il y en a déjà, comme tu dis, plusieurs qui ont été enregistrés. Et je pense, enfin, j'ai une vraie belle ambition pour cette série parce qu'il y a toujours de très très belles histoires qui sont remontées. Thomas, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour clôturer cet épisode? Bah non, merci à tous. Merci à toi bah, pour cet enregistrement. Pour en parler de façon plus large, merci à toutes les personnes qui ont bah, déjà répondu présent aussi pour cet épisode là, ces épisodes qu'on est en train de mettre en place. Et puis sur l'aspect plus terre à terre, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir à travers le sport et voilà, chacun a son expérience de vie, chacun a voilà, ses moments à lui et faites-vous plaisir, c'est le principal. Très bien, mais écoute, c'est un beau message de clôture. Merci beaucoup Thomas. Encore une fois, toutes les coordonnées pour te contacter seront dans la description de l'épisode. Si jamais il y a des personnes qui se reconnaissent dans ton parcours et qui ont besoin d'échanger. Et puis comme on a dit aussi, si jamais vous pensez que le sport a changé votre vie et que vous avez envie de partager votre histoire, eh ben, n'hésitez pas non plus à contacter Thomas pour qu'on puisse programmer un enregistrement ensemble. Voilà. Merci beaucoup Thomas Allez, merci François, à tout bientôt. et à bientôt. Salut. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Tout comme mon invité, vous avez peut-être vous aussi une histoire de vie, un obstacle de vie, peut-être particulier en ce moment, peut-être difficile, ou que vous connaissez quelqu'un dans cette situation. Et nous vous souhaitons beaucoup de courage pour traverser cette épreuve. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré, passionné. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Le bouche à oreille dans le podcast, c'est ce qui marche le mieux. Et aussi à noter cet épisode 5 étoiles sur Apple Podcast ou toutes les plateformes de podcast que vous connaissez et que vous pouvez noter. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, pour votre fidélité. À très bientôt. C'était François. Bye bye.